Eh ben, bonjour Daniel. Bonjour Max. Bon, bah, le mieux, je pense que ce serait de faire comme ça. Et voilà. Bah, merci de te prêter au jeu de la petite interview. Bah oui, il y a des amis qui sont passés là avant moi. Bon, tu viens peut-être aussi pour le thé avec les petites mignardises de Pourquoi la pas? pâtissière. Pourquoi pas? Donc là, on a un gâteau à la banane, on a un petit chou praliné et une petite mousse au chocolat avec une base de biscuits. Voilà. Tout ça avec un thé, bien sûr. Avec un thé, un thé. Ah, avec un thé, un thé. Là, ça faisait longtemps que j'avais pensé à faire une petite interview de toi, et tout particulièrement sur ce sujet, donc c'est super. Et je voudrais te demander déjà de te présenter, tout simplement. Bon, je m'appelle Daniel Athé. Je suis né le 11 novembre 1946. C'est pour ça que je fais de l'histoire peut-être. Et donc j'ai 75 ans et à retraite depuis une vingtaine d'années. Mais j'ai été dans le service communication. J'étais d'abord peintre décorateur, puis après dans le service communication à Renault Sandouville, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière. D'accord. Et à la retraite, bah, j'ai consacré mon temps à mes loisirs, notamment à l'histoire du Havre. T'as toujours vécu au Havre? Toujours. Toujours. Enfin, oui et non. Pourquoi oui et non? En fait, du fait que je suis né en 1946, là où j'habitais, c'est-à-dire rue de la Cavée Verte, c'était juste en face le Havre, puisque c'était sans vite encore. Ce ne se viendra le Havre qu'en 1955. Donc oui, j'ai vécu une partie de mon enfance à Sanvic, qui est aujourd'hui le Havre. Mais quand on me demande où es-tu né, je dis toujours le Havre. Parce que bon, c'est rentré dans le détail. Là. D'accord. Et c'est vrai que parmi la communauté des Havrais, tu te dirais Sanviquais? Oui, voilà, je suis du quartier de Sanvic. Voilà, je suis havrais, mais du quartier de Sanvic. Tu réponds plus ou moins à la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu te sens havrais? Tout à fait. Bah oui, tout à fait. Hein. Ouais. Puisque moi, de toute façon, là où j'habitais, je traversais la rue pour aller sur la place Tourneville et c'était mon terrain de jeu. En plus de ça, il y avait un terrain vague au-dessus de la place Tourneville. Et puis il y avait surtout à l'époque le fort. En dessous du fort, il n'y avait encore rien de construit. C'était un immense terrain de jeu pour nous. Il y avait des mares, on pêchait des grenouilles, il y avait des arbres, il y avait des oiseaux, il y avait des lézards, il y avait tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, oui, c'est presque. J'avais l'impression d'avoir vécu dans la campagne là-bas. Avant que les immeubles ne se construisent, les immeubles du groupe Fort de Tourneville ne se construisent à partir de 1954 à peu près. D'accord. Et tu as connu cette métamorphose du quartier, quoi. Oh bah oui. Et ce que j'ai pu analyser par la suite, c'est que en fait mon quartier, tout le quartier de mon enfance a peu changé. C'est-à-dire que hormis la construction des immeubles du groupe Fort de Tourneville, tout le reste du quartier a peu changé. La rue de la Cavée Verte, par exemple, a subissé un goulot d'étranglement juste à côté de ma maison, à côté du passage Ferrand. Mais jamais la ville n'est venue agrandir pendant, pas jusque dans les années 60. Pourquoi? Le Havre était en pleine reconstruction et il est évident que les petits travaux à faire dans chaque quartier étaient sans doute remis au calendrier grec pour pouvoir se consacrer d'abord et avant tout à la reconstruction du Havre. Donc, j'ai pas vu, hormis ces immeubles, j'ai pas vu beaucoup changer ce quartier qui est resté le même jusque dans les années 60, puisque moi, un autre terrain de jeu de mon enfance, c'est là où est la rue Jules Gaz aujourd'hui, c'était le cinéma Le Splendide, où au fond habitait un de mes amis, et du fait que c'était un terrain vague, on s'en servait pour construire des cabanes ou faire un jardin. On faisait des jardins, faisait pousser des radis, des tomates dans cette partie-là. Bon, maintenant c'est une rue. Je ferai peut-être un jour un reportage là-dessus parce que je suis photographié dans ce terrain vague avec mon ami qui habitait là justement. Et les maisons qu'il y a derrière, alors évidemment sur la photo on voit que de la verdure puisque les terrains vagues c'était
que de la verdure. Et derrière, on voit des maisons qui existent toujours. Donc on va pouvoir faire le parallèle entre aujourd'hui et maintenant. Mais il faudrait que je me place dans la rue. Là, il ne faudrait pas que je sois seul ce jour-là. Il faudrait que quelqu'un me dise, bon, bah vas-y, avance, il n'y a pas de voiture qui arrive, pour que je puisse photographier. Mais bon, je le ferai un jour. Oui, tu parles des métamorphoses du quartier, mais il y a aussi une métamorphose qui n'est pas forcément, je dirais, qui ne se fait pas forcément de manière matérielle avec des travaux, mais aussi dans le langage. Tu parlais de la place Tourneville, par exemple, oui. Qui est moins connue, connue sous un autre nom aujourd'hui. Alors, moi j'ai analysé justement pourquoi on l'appelait la place Baillonvilliers aujourd'hui. En fait, c'est simple, j'ai des photos là-dessus. Il y avait la ligne numéro 6 de trolleybus, et la ligne numéro 6 avait un kiosque d'arrêt, il n'y avait pas le 5. Donc, le 6 descendait la rue Baillonvilliers, tournait au carrefour de la rue de la Cave Verte pour se diriger vers l'ouest, vers la rue Sadi-Carnot. Devant ma maison, il y avait un arrêt, mais en face, dans le trajet retour, il y avait un autre arrêt qui s'appelait Tourneville. Pourquoi? Parce qu'elle était sur la place Tourneville. Autre indication à l'époque, mon voisin du dessous, qui tenait le café au Bon Conseil, était le président du comité de fête du quartier Tourneville, Val-Soleil. Et il organisait 2 à 3 fois par an les fêtes en face, sur la place. Et dans les papiers officiels qu'il écrivait à la mairie du Havre, puisque lui il était de Senvic, puisqu'on était de l'autre côté de la rue de la Cave Verte, il était bien stipulé qu'il voulait organiser des fêtes sur la place Tourneville, sur les papiers officiels. Donc la foire s'installait, c'est le groupe Barré qui venait s'installer là 2, parfois 3 fois dans l'année. Et le jour où la ligne numéro 5 a été instituée, c'est-à-dire qu'il y avait, elle empruntait elle aussi la rue de Baillonvilliers, et au lieu de tourner sur la rue de la Cave Verte vers l'ouest, le 5 continuait vers l'est, vers la rue Louis Blanc. À partir de ce moment-là, de façon à ce que, pour le retour de la 5 ou de la 6, de la ligne 6, puisse avoir un arrêt commun, ils l'ont mis rue Baillonvilliers. Moi, cet arrêt-là, comme je travaillais en ville, je descendais tout le temps, ou je montais tout le temps là. Puis quand je revenais chez moi, je me souviens d'un dialogue où tu t'arrêtes, toi. Il me dit, bah là, à la place, là, rue Baillonvilliers, à la place Baillonvilliers, place Baillonvilliers. L'amalgame s'est fait, et aujourd'hui, quand on interroge les habitants du quartier, c'est quelle place, là, Baillonvilliers? Alors que ce n'a jamais été la place Baillonvilliers. Un détail, il n'y a pas de plaque. Ouais, c'est une nomination. Alors c'était officiel, puisque c'était le fort de Tourneville, avec tout un quadrilatère bien défini, qui s'arrêtait à peu près au passage Ferrand. Et tout ça, c'était le quadrilatère, terrain militaire du fort de Tourneville. Mais évidemment, avec l'apercement de la rue Baillonvilliers en 1925, ça s'est séparé du groupe fort de Tourneville. Et la place est devenue toute seule. D'ailleurs, il y avait le quadrilatère, moi quand j'ai des photos de mes enfants, avec la rue, le passage Ferrand puis la rue de Constate, on voit bien la limite de ce qu'était le terrain militaire. Et donc cette place qui s'est trouvée isolée tout seul, qui faisait la place de Tourneville, est devenue la place Baillonvilliers, pourquoi pas. Eh bien, qu'est-ce que ça peut signifier pour toi d'être havrais? C'est quoi, à quoi tu t'attendrais comme définition en ouvrant un dictionnaire à Havrais? En premier lieu, évidemment, celui qui est né au Havre. Mais il peut y avoir aussi des gens nés au Havre, mais qui ne l'aiment pas. Il peut y avoir des gens qui simplement vivent ici, mais qui pourraient vivre à Rouen, Paris, non, parce que pour eux, vivre dans une ville, c'est vivre dans une ville, que ce soit l'une ou l'autre. Pour moi, le vrai, c'est celui qui, pour des causes diverses, sera obligé d'aller vivre dans une autre ville. Je dis vivement que je retourne au Havre. Par contre, donc ça, celui-là, c'est un véritable Havrais. C'est celui qui est né au Havre, d'abord, qui, pour des raisons X, vit ailleurs, mais qui n'a qu'une hâte, c'est de revenir. Mais il y a aussi des jeunes, des gens qui viennent travailler au Havre. Moi, j'en ai rencontré la semaine dernière. C'est formidable ici. Allez, je déménage, je viens habiter au Havre. Pour moi, ce sont des Havrais. Ils sont tombés sous le charme de la ville. Tout à fait.
Mais il y a aussi beaucoup de jeunes havrais qui aiment beaucoup leur ville, qui sont nés à Montivilliers, à Jacques Monod. C'est beaucoup de naissances. Mais là, c'est une question administrative, là. Parce que, si tu es mieux... Et moi, ça pose la question du territoire. Voilà. Non, non. À mon époque, en 1946, on était principalement dans le logis familial. Moi, je suis né chez mes parents au 215 rue de la Cave Verte, parce qu'à l'époque, on faisait venir une sage-femme au moment de l'accouchement. Évidemment, avec les progrès de la médecine et tout, on a préféré quand même que les enfants naissent dans les maternités, que ce soit la maternité rue Guillaume le Conquérant ou la Roseraie ou autre. Mais celui qui est né même à la Roseraie ou à Montivilliers, si ses parents habitaient ou habitaient aussitôt la naissance, parce qu'il revient, bah non. Pour moi, même s'il est né à Montivilliers ou à Sainte-Adresse, c'est un vrai quand même. Hein. Il habitait, ouais. C'est simplement médicalement parlant qu'ils ont pu naître ailleurs, mais bon, c'est une anecdote. Oui, bien sûr. D'autant qu'avec l'urbanisation qui se développe de plus en plus maintenant, on fait plus de différence entre Le Havre, Harfleur, Montivilliers, c'est presque, il y a plus grand chose. Un jour peut-être, sauf pour Sainte-Adresse qui tiennent à leur, tout à fait. qui tiennent à leur particularité, un jour peut-être Octeville. Rouelle déjà c'est commencé. Ouais. Harfleur et Montivilliers deviendront des quartiers havrais. Des quartiers havrais, bien sûr. Au même titre que Sanville. Comme Bléville est devenu un quartier havrais, Sanville est devenu un quartier havrais. Il ne faut pas oublier que Rouelle, c'était Cocrioville. Hein. Oui. Donc, à partir des années 70, quand on a construit tout le groupe de Cocrioville, c'est devenu Havrais. C'était une partie Harfleur et une partie Rouelle. Donc, tout ça fait que le Havre s'étend. C'est incroyable. Comme le Havre peut manger toutes les communes environnantes. C'est vrai, c'est vrai. Mais... Est-ce qu'il existe un objet qui t'évoque le Havre? Pas forcément un objet du Havre, mais un objet qui t'évoque le Havre. Alors, oui et non. Il y a des grues Caillard. Pourquoi? Parce que les Caillard, c'est une entreprise havraise. Puis quand on voit une grue, on pense grue Caillard. Et même Caillard a exporté ses grues un petit peu partout dans le monde. Et quand on voit une grue, c'est peut-être une grue Caillard. Donc, c'est un objet qui m'évoque le Havre. Parce que Caillard, grue, porte le peur, tout ça. Mais il y a une autre chose qui peut m'évoquer le Havre, et c'est une chose que j'ai remarqué dernièrement, il n'y a pas longtemps, c'est que la brique blanche. Dis-moi, fais-moi voir une ville, hormis Pont-l'Évêque, où il y a des briques blanches et rouges. Montre-moi un village, une ville qui a les deux sortes de construction. Alors, Wavre, on a particularité. D'ailleurs, ma maison est comme ça, est en briques blanches. Il y a des maisons qui sont complètement en briques blanches, puis il y a des maisons qui sont en briques blanches et jaunes. Et rouges, pardon. Oui, bien sûr. Il y a les deux couleurs. J'ai vu qu'à Pont-l'Évêque, ça. Ouais. Quand je vais, par exemple, le pays de la brique, où là, il y a des magnifiques maisons en briques, c'est dans tous les Hauts-de-France, hein, Pas-de-Calais, tout ça. Il n'y a que des maisons en briques, beaucoup, mais rouges. Mais pas mélangées avec du blanc. Donc, quelque chose qui m'évoque le Havre, c'est la fameuse brique du Fayel. La fameuse du Fayel, oui. Blanche, et fabriquée ici. Et puis, on a eu beaucoup de briqueterie ici au Havre. On a eu d'abord sur les bords de mer. Après, du côté d'Applemont, à Bléville, il y avait des briqueteries. Donc, oui, la brique m'évoque le Havre aussi. La grue, la brique. Je ne parlerai pas des galets parce que c'est pas vrai, mais... Il y a probablement peut-être un mélange de chaux ou de la craie qui a été ajouté dans la mixture pour faire la brique, quoi. Ces briques, ils étaient fabriquées à partir d'une couche géologique qui s'appelle le Kimméridgien. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y avait cette couche qui était complète dans la ville de Kimmeridge. Cette couche géologique, elle était aussi au Havre, qu'on appelle jusqu'au Cap de la Haine. Sur la côte, là, sur le long de la plage, on avait beaucoup de briqueteries au 19e siècle qui se servaient de cette argile pour faire des briques qui devenaient blanches à l'ascuisson. On a apporté aussi des briques anglaises parce que justement la ville de Kimmeridge avait cette couche d'argile où ils fabriquaient aussi cette brique-là. Donc la brique blanche vient en général du fait que
l'argile qui a été cuite devient blanche en cuisant, alors que d'autres argiles, notamment les argiles orangées, deviennent rouges. Donc c'est pour ça qu'il y en a des briques blanches ici. Et autre anecdote, mais n'a rien à voir avec les briques, cette couche du chiméridien n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Elle aurait dû s'appeler le havraisien, ce qui aurait été beaucoup mieux quand même pour nous. Mais à l'époque, hein, là c'est le directeur du muséum, l'ancien monsieur Gérard Breton qui m'avait expliqué ça, à l'époque, quand une commission scientifique décidait du nom d'une couche géologique, il fallait que la couche soit complète. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture entre le premier dépôt et le dernier dépôt. On avait, nous, ici, une couche complète de chiméridien. Et malheureusement, on n'a pas été assez rapide, puisque les Anglais avaient eux aussi une couche complète, mais ils ont été plus rapides que nous pour l'enregistrer mondialement, parce que ce n'était pas simplement national. Quand on enregistre une couche comme ça, un nom scientifique, c'est mondial, puisqu'on leur donne des noms plus ou moins de base latine. Et là, les Anglais étant plus rapides que nous, ils ont tout de suite baptisé cette couche-là chiméridien, du nom de leur ville, Kimmeridge. Mais si ça avait été le Havre, ça aurait été du havraisien. C'est dommage quand même. Hein. C'est dommage. Est-ce qu'il y aurait un livre ou un auteur qui t'évoque le Havre ou... Oui, il y a un auteur qui sait très bien donner l'atmosphère du Havre, c'est Jean-Philippe Huette, qui a écrit Les Quais de la colère. Il a écrit d'autres livres sur le Havre, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que c'est pas un historien fondamentalement, mais c'est toujours pareil quand on veut donner l'idée d'une atmosphère, d'une population, le roman s'y prête toujours bien. Et Jean-Philippe Huette, il a comment dire, il a ce don de pouvoir parler du Havre à travers ses romans, notamment Les Quais de la colère, où il parle de l'affaire Jules Durand. C'est un des livres de chevet, si je puis dire. Il y en a d'autres, hein. Tous les livres de Gilbert Béton ou de Max Benson, évidemment, que j'ai connus, sont mes livres de chevet, mais celui-là, là, c'est un de mes préférés aussi. D'accord. Il y a en centre-ville la fameuse promenade littéraire, les petits bancs avec des extraits. Sais-tu s'il y a un extrait de... Ah, je ne sais pas, j'ai pas fait le parcours, je dois dire, franchement, je dois avouer que je ne peux pas tout faire, monsieur. Bah non, évidemment. Y a-t-il un monument du Havre qui te touche particulièrement et ou un monument qui a disparu et que tu regrettes ou que tu aurais aimé connaître? Il y a un monument qui me touche particulièrement, premièrement parce que le nom de mon grand-père y est inscrit, c'est le monument de la Victoire. Improprement appelé, mais c'est normal, monument aux morts. Mais Jean-Marie Poisson, qui a voulu ce monument, l'a bien baptisé monument de la Victoire. Puisque quand on le regarde de face, on voit une femme qui symbolise la victoire, avec de chaque côté les vertus civiques, comme on dit, ou les vertus guerrières. Et derrière, juste derrière, la douleur qui est cachée. Donc ça, c'est le monument qui est un petit peu... quand je pense à un monument, c'est celui-là que je pense en premier, et parce qu'il a été abondamment photographié, ce qui nous permet d'avoir un repère entre ce Havre disparu et ce Havre d'aujourd'hui. On peut refaire exactement les mêmes photos, moi c'est ce que j'ai fait. Les photographes de l'époque prenaient le monument avec le grand théâtre en face, de droite ou de gauche, ou de face, ou là, à partir des hôtels qu'il y avait tout au fond de la place Gambetta. Je refais exactement la même chose aujourd'hui. Le seul repère qui est toujours le même, c'est ce monument aux morts, qui était quand même ce qui est toujours un sacré monument, parce il avait mis 2 ans à être construit ici, là. Après avoir être dans l'atelier de l'artiste Jean-Marie Poisson. Mais ils ont mis 2 ans à le construire, là, sous une cabane en bois d'ailleurs, qui le cachait. Mais non, c'est un monument vraiment emblématique de ce Havre, c'est celui-là, parce qu'il fait la liaison entre le Havre disparu et le Havre d'aujourd'hui, puisqu'il est encore là. Ça, c'est incroyable d'ailleurs. Faut pas qu'on y touche, hein, parce que... Quand on regarde les images du Havre dévasté, oui. Et de voir ce monument de la Victoire, seul au milieu de rien, quoi. Ce qui est étonnant quand on lit vraiment tous les récits de l'époque, les historiens, les témoignages, tout ça, Max Benson m'en a beaucoup raconté, c'est que cette place Gambetta avec le monument aux morts,
a reçu des éclats. Sauf ce monument. Si on regarde bien, Max il me disait, regarde bien, le monument, il n'a pas un seul éclat. Alors que tout autour de lui était dévasté. C'est une espèce de miracle, ce truc. Une espèce de miracle, oui, c'est ça, c'est quelque chose de... Parce que quand tu vois le désastre qu'il y a tout autour, mais comment tu sais, une petite écorchure, une petite égratignure. À Notre-Dame, par exemple, il y a beaucoup de traces de combats, de trucs anciens qui ont ces retards. Mais là, sur le monument de la Victoire, rien, impeccable, comme si Jean-Marie Poisson venait de le finir. Donc, c'est le monument pour moi le plus emblématique, avec le monument de la reconnaissance belge, oui, qui est lui à Sainte-Adresse maintenant, mais qui était au bout de l'avenue Foch, sur la plage, exactement à l'endroit où il y a la piscine aujourd'hui. Il était là, ce monument-là. Et puis, évidemment, pendant l'occupation, les autorités havraises l'ont caché, comme ils ont caché Bernardin de Saint-Pierre ou Casimir de la Vigne. On dit, on va attendre des jours meilleurs. Ils l'ont caché dans le lycée Jules Siffrid, là. Et puis, bon, ils l'ont ressorti. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi j'ai pas encore saisi, et j'ai pas eu le document qui me permet de dire pourquoi il a été déplacé, le monument de la reconnaissance belge, de la plage à Sainte-Adresse. Il est vrai que il a plus presque sa place là-bas, en route de Sainte-Adresse, parce que c'est la reconnaissance belge, et puis là, on est à la frontière entre Le Havre et la Belgique, donc il a sa place, puis il est quand même assez bien situé avec le Havre en arrière-plan. Non, il est bien, mais il était bien aussi là. Est-ce qu'il y aurait un événement qui t'a marqué, ou un événement que tu aurais aimé connaître au Havre? Alors, un événement que j'aurais aimé connaître, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est la fin du 19e, le début 20e. Et les costumes, les gens, cette période qu'on appelle Belle Époque, mais Belle Époque pour qui? C'est le meeting d'aviation qu'il y a eu là, ici au début du siècle. Alors là, j'aurais bien voulu vivre cet événement. Sébastien Bossé, qui a écrit cette histoire-là mieux que moi, je ne saurais le raconter. Ça, c'est un événement que j'aurais bien voulu assister, parce que déjà, être en 1900, voir ces costumes, ces dames en chapeau énorme. Et puis tous ces avions, tous ces aviateurs, il y avait des Havrais, Latam, Molon et tout. J'aurais bien voulu assister à ça, parce que ça devait être quelque chose quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'aviation, là on est au début du XXe siècle, c'était tout nouveau, ça devait être fantastique de voir ça. Les gens devaient être émerveillés, un homme puisse voler. Dans le ciel. Donc ça, j'aurais bien voulu assister à ça, mais autrement, des événements sur le Havre auxquels j'aurais voulu assister, il y en a tellement que je ne peux pas... Et des événements auxquels tu as assisté qui t'ont profondément marqué? Certains citent par exemple le départ du France, ce genre de choses. Alors oui, le départ du France, je me souviens, j'étais devant le musée Malraux, et là je voyais les gens pleurer. Carrément, parce que là, il y avait quelque chose qui se passait et qui nous dépassait tous. On sentait une époque qui se terminait. On ne savait pas les mots, mais voir ce France-là, même encore maintenant, voir ce paquebot, il s'en va silencieusement. Les femmes, ils craquaient, il y a même des hommes qui craquaient autour de moi. Ça, c'est un événement, c'est dur à passer encore. Et bon, il y a d'autres événements plus personnels qu'évidemment j'ai retenus, mais un événement collectif, c'était celui-là. Plus près de nous, c'était les géants. L'avenue des géants et du Royal de Luxe, et qui a fait que le Havre, les 500 ans, ça a été quand même, on a vécu quand même quelque chose d'assez extraordinaire, je dois le dire. J'ai jamais vu autant de monde au Havre que cette année-là. Et en plus de ça, le soleil était avec nous. C'est vrai que c'était une belle année. Moi, j'ai voulu, par exemple, pour ceux qui connaissent le Havre, il y avait le bassin Vauban, et puis le géant et le petit noir étaient immergés dans le bassin de l'Eure, près du pont de l'Eure, avec un bateau. J'ai jamais pu approcher, même le bassin Vauban. Tout était complètement... Alors, je voyais au loin les passer, parce qu'on le voyait quand même, c'est ça qui est bien. J'ai vu le géant passer au loin, quai Frissard. Moi, j'étais du côté du quai Colbert, mais il y avait tellement de monde, j'ai dit, bon, on va regarder de là, parce que je le voyais quand même encore. Mais non, ça a été un événement assez extraordinaire. Ah non, ça, c'est...
Je pense qu'il y a beaucoup de Havrais qui s'en souviendront, Je pense. je pense. Est-ce que tu aurais un message peut-être à transmettre au Havrais futur ou je sais pas, quelque chose que tu aimerais laisser Alors c'est difficile à expliquer ça. Peut-être le sais-tu ou le pas, c'est que je suis vice-président de la SPH. Ce que j'aimerais pouvoir dire pour les habitants futurs, mes petits-enfants, mes petits-enfants, c'est de pouvoir visiter l'escalier roulant. L'escalier roulant, c'est un monument unique au monde. Et il n'y a que le Havre qui en possède un, mais malheureusement, il est laissé, je dirais pas à l'abandon, ce serait exagéré, mais il est laissé inexploité, si je peux dire. Alors, il n'est pas question de dire je vais le remettre en route, je vais m'en servir pour transporter des passagers. Non, l'ALIA, la compagnie de transport urbaine du Havre, l'a bien compris, a fait des études et ce n'est pas possible. Mais nous, l'association ASPH, on voudrait présenter ce monument qui est vraiment unique au monde. Présenter avec nos moyens actuels de conception 3D par exemple, et pouvoir le présenter aussi bien dans la gare basse que dans la gare haute, pouvoir faire quelques aménagements pour la sécurité, mais malheureusement pour l'instant c'est un petit peu bloqué, c'est tout ça dommage. Et moi ce que je souhaiterais pour mes enfants et mes petits-enfants, c'est qu'ils puissent le voir un jour. Ça c'est vraiment le... Et j'ai donc 75 ans, c'est sans doute un des derniers combats que je mènerai pour cet escalier roulant, parce que depuis le temps qu'on se bat, on voudrait bien arriver à un résultat quand même. Comme Georges Priem, que j'ai connu, assez battu pour conserver le plus possible de monuments au Havre. Merci Daniel. Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais dire ou non? Non, je te remercie d'abord de m'avoir invité et je salue tous ceux qui regarderont, tous mes amis. Je ne les cite pas, qui sont passés ici. Et il y en aura d'autres, j'espère. Il y en aura d'autres, oui. Et qui ont fait une excellente prestation d'ailleurs. Voilà. Merci Daniel. Au revoir Max. Hop.